propose qu'on va commencer. En tant que présidente du département des immigrés de l'EGBL, je suis fière de vous accueillir ici à la Chambre des salariés pour la conférence « Les élèves issus de l'immigration entre attente et résilience ». Je voudrais commencer par remercier Heidi Martins que dès le début, elle a accepté notre invitation. Cette conférence s'intègre dans notre semaine contre la discrimination, où on a déjà commencé le 14 octobre, où il y a eu des vernissages avec Sophie et Thierry, Nelson Neves et Sophie Thierry, et samedi où on a fait des ateliers pour les enfants au Altrimenti. Depuis sa fondation, le département des immigrés de l'EGBL a été l'organisation la plus déterminée et la plus conséquente dans le combat permanent contre toutes les discriminations. Dans la vie, dans le travail, pour les résidents et les non-résidents, nous avons été dans toutes les batailles. Le droit de vote, les chambres professionnelles, le droit de vote européen, le droit de vote communal, et également pour exiger le droit de vote national. Il y a la marque du département des immigrés au GBL. Pour commémorer plus de 37 années d'action de lutte, nous organisons cette semaine contre les discriminations. Cette conférence place la question de l'enseignement au centre de la réflexion. Quels défis pour les enfants immigrés et également pour le système éducatif? Je vais passer maintenant la parole à José Correira qui va vous retracer un peu le parcours de Heidi Martins. Merci Sonia. Donc, très brièvement, juste pour présenter la conférencière, Heidi Martins a obtenu une licence en sociologie en 2008 et un master en communication, art et culture à l'université de Minho en 2013 au Portugal. Puis elle a obtenu un autre master en sociologie et anthropologie à l'université catholique de Louvain 2014 en Belgique. Elle a ensuite soutenu son doctorat à l'université de Luxembourg en 2019. Ses sujets d'intérêt et de recherche gravitent autour des temporalités et spatialités, immobilité et migration, des appartenances et identité. Elle travaille depuis janvier 2020 en tant que sociologue au Centre de documentation sur l'immigration humaine au Luxembourg. Et pour rappeler, le titre de la conférence, c'est « Les élèves issus de l'immigration entre attente et résilience, le cas des Portugais de seconde génération au Luxembourg ». Donc je passe la parole à la conférencière. Merci d'être venue. Donc bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro marche? Donc merci avant tout à l'EGBL pour cette invitation. Merci Sonia, merci José Luis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout des résultats d'une recherche que j'ai menée entre 2014 et 2019, donc ma recherche de doctorat. Et celle-ci n'a pas été dédiée totalement à cette thématique de l'intégration des enfants d'immigrés au sein de l'école et à travers l'école, mais c'était une autre thématique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on observe un peu les sujets qui gravitent autour de cette thématique. Et donc on va peut-être composer un puzzle pour mieux pouvoir peut-être essayer ensuite de débattre cette question exactement. C'est une recherche qualitative, donc mon approche est compréhensive. Il ne faut surtout pas s'attendre à des chiffres avec moi, il y en a très très peu. C'est peut-être d'ailleurs un défi. Donc voilà, je vous propose cette présentation pour aujourd'hui. Je veux aussi dire que pour le titre que j'ai proposé, il manquait vraiment la deuxième partie, c'est le cas spécifique des Portugais de seconde génération au Luxembourg, parce qu'on ne peut pas de tout parler sans vraiment... Voilà, donc là, c'est un cas spécifique, et après, à nous de voir si ça s'applique à d'autres cas. Donc, le titre de ma thèse, la thèse est intitulée « Dynamique d'appartenance et de désappartenance au cours de la vie, le cas des Portugais de seconde génération au Grand-Duché du Luxembourg ». Et un petit peu de l'histoire, en fait, quelles ont été les raisons qui ont motivé le choix de mon sujet. Tout d'abord, je faisais un master au Portugal et j'ai décidé de faire Erasmus au Luxembourg, ce qui est déjà inédit, et je ne connaissais absolument rien du Luxembourg, ce qui a été un avantage pour quelqu'un qui a une approche qualitative, anthropologue, plutôt dans un aspect ethnographique, donc je ne connaissais rien. Et j'ai été surprise par tout ce qui était les migrations, les langues, les mobilités.
Et donc voilà, ça m'a tout de suite poussée à vouloir rester, à vouloir étudier ces thématiques. Puis un des premiers travaux que j'ai fait, c'était en tant qu'experte externe dans un projet sur les immigrés âgés au Luxembourg, d'origine belge, allemande, française, italienne, portugaise. Donc ce projet voulait un peu retracer les réseaux de support des personnes âgées, des immigrés âgés. Et lors de ce projet, j'ai eu l'occasion de faire la transcription de dizaines d'entretiens, mais aussi de mener quelques entretiens. Et lors d'un de ces entretiens, ma collègue demandait à cette interviewée, Gloria, c'est un pseudonyme, elle lui demandait « Est-ce que vous avez été victime de racisme pendant votre vie au Luxembourg ?» Et elle a répondu tout de suite « Non, jamais, j'ai toujours été très très bien accueillie, j'ai jamais subi de racisme ici. » Puis sa fille était présente et elle se tourne vers sa fille et elle lui dit « Et toi ma fille, est-ce que tu as été victime de racisme ?» Et la fille sourit et elle répond ce qui est là. « C'est différent, maman. Tandis que toi, tu connaissais ta place, tu savais que tu étais femme de ménage, moi, pas du tout. Moi, je n'avais pas de place. Nous, on n'avait pas de place. » Et donc ça m'a interpellée. Je me dis, voilà, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport aux enfants d'immigrés. Et ça m'a poussée, voilà. Puis le contexte luxembourgeois, il y a des chiffres par rapport à la population immigrée que vous connaissez sans doute, le pourcentage de Portugais, de seconde génération, et aussi l'aspect trilingue du pays. Et puis finalement, je suis moi-même fille d'immigrés, donc mes parents ont émigré en Suisse. J'y suis née, j'y ai vécu jusqu'à 11 ans. Cet âge où très souvent les parents décident s'ils doivent ou pas retourner au pays, parce que avant que et c'est l'expression utilisée surtout dans un univers portugais, c'est-à-dire avant que les enfants créent des racines dans le pays d'accueil, avant en fait qu'ils ne progressent à l'école, qu'ils n'aient un futur professionnel envisagé, des relations établies. Donc voilà, mes parents ont décidé de retourner au Portugal. J'ai fait toutes mes études au Portugal et me voici. Donc je suis ressortie. Et donc j'ai voulu quelque part travailler ces sujets qui me tenaient à cœur et aborder de manière plus systématique ces sujets dans mon travail. La question de recherche, de manière précise, était comment les Portugais de seconde génération au Luxembourg reconstruisent-ils, négocient-ils et accomplissent-ils leurs sentiments d'appartenance et de désappartenance au cours du parcours de vie, et quel est le rôle joué par le pays d'origine. Le pays d'origine devrait être entre guillemets. Donc c'était la question de recherche. Un petit mot sur la méthodologie. Comme je viens de vous le dire, donc qualitative, j'ai fait 25 entretiens, certains d'une durée de plus de 4 heures, des entretiens très très riches. La méthodologie est celle de la théorie ancrée, donc vraiment de laisser parler le terrain, comme on dit, et d'élaborer une analyse thématique à travers de ce qu'on appelle des comparaisons constantes, de codifier, d'établir des catégories, et puis l'échantillon, en fait, alors que dans des études quantitatives, on définit des critères, puis on choisit un échantillon. Dans une étude de ce type-là, c'est différent. L'échantillonnage est élaboré d'une manière théorique, c'est-à-dire qu'on a des premiers critères. Dans mon cas, il fallait que ce soit quelqu'un d'âgé de plus de 18 ans, qui est arrivé au Luxembourg, qui est né au Luxembourg ou arrivé en bas âge, et qui est les parents portugais. Donc, qu'il soit enfant de portugais. Cela étaient les critères initiaux de recherche, puis ça évolue au cours de la recherche. Mais ça, ce sont peut-être des détails. 2 choses importantes que je voudrais exprimer concernant cette partie de la méthodologie, ce sont les questions liées aux perspectives à partir desquelles je travaille, c'est-à-dire les lunettes qu'on porte et à partir desquelles on veut regarder et comprendre le phénomène, et aussi la question de la généralisation. Donc les perspectives. Tout d'abord, la perspective transnationale. Donc le point de départ est la simultanéité de la vie des immigrés, de l'expérience des immigrés. C'est-à-dire le principe que les immigrés et leurs enfants mènent leur vie, nouent et entretiennent des liens réels ou imaginaires qui dépassent les frontières des États-nations. C'est-à-dire ne plus envisager, ça a l'air très évident de le dire comme ça, mais ce n'est pas du tout ce qui est très souvent en arrière-plan dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit, mais d'envisager l'immigration non pas comme un mouvement de sens unique, mais et qui se termine. Et ensemble avec cette notion, nous avons la notion aussi d'assimilation, c'est-à-dire on suppose qu'on arrive, ou d'intégration, et que ça aboutit à un moment où ce parcours est linéaire. Donc, l'objectif est en fait, la perspective est celle de ne pas observer la migration
de cette manière, mais de l'observer comme basé sur la notion de simultanéité d'expérience. Les pratiques transnationales, puis l'intégration, elles se jouent ensemble. Puis, j'ai également appuyé ma recherche sur la théorie du parcours de vie. Celle-ci propose une analyse compréhensible du développement individuel qui relie différentes temporalités, historiques, sociales et biographiques. Donc l'idée que le parcours de vie est un processus continu, que chaque individu détient la capacité d'agir, que les vies sont contextualisées temporellement mais aussi dans l'espace, que le moment où une expérience est vécue détermine son influence sur le cours de vie, et le principe des vies interreliées, c'est-à-dire que les vies des individus sont interdépendantes. Et finalement, une perspective relationnelle, c'est-à-dire, encore une fois, tout cela a l'air évident, et je ne vous parle que de ces trois perspectives qui s'entrelient, qui sont très très importantes. Donc la troisième est celle de comprendre que nous ne sommes pas des êtres isolés. L'individu n'est pas un être isolé. Non seulement il est toujours en lien et en relation avec d'autres êtres humains, mais aussi avec des objets, des lieux, des choses, tout ce qui peut être nommé. On se donne du sens et on donne du sens à nos expériences à travers ces relations. Et donc voilà, c'était vraiment les trois perspectives que je voulais avoir toujours en tête lors de cette recherche. Puis finalement, la généralisation, je ne vais pas trop vous embêter avec cela, mais dans les études qualitatives, on vise à comprendre un phénomène. Donc ce qui est généralisable, ensuite à la globalité de ce qu'on veut présenter, ce sont les dynamiques qui sous-tendent le phénomène qu'on étudie. C'est ça qu'on peut généraliser. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment les sentiments évoluent et les tensions, vous allez voir ça, et les clés, et tout ça, c'est ça qu'on peut essayer. Donc c'est un modèle explicatif, en fait, qui est généralisable à l'ensemble de la population étudiée. Donc là, c'était ce que j'ai demandé à mes interviewés d'élaborer, c'était une carte de désappartenance. Et donc, c'est à partir de là aussi que j'ai travaillé cette notion de référent d'appartenance et de désappartenance, pour tenter d'échapper à la notion de pays d'accueil et pays d'origine. Parce que dépasser une notion d'État-nation, de frontières politiques, et essayer de comprendre comment effectivement ces référents d'appartenance se reconstruisent perpétuellement et sur base de quels éléments, c'est un exercice qui n'est pas évident. Et donc, donc je parle souvent de référents d'appartenance plutôt que de pays d'origine ou de pays d'accueil. Un petit mot sur le corpus. Là, vous voyez les personnes que j'ai interviewées. Elles sont séparées par année, et ce n'est pas par hasard. Plus que la date de naissance, ces cohortes ont été séparées par périodes lors desquelles elles ont vécu l'enfance et l'adolescence, un moment charnier dans leur expérience de vie. Et je reviendrai tout de suite à cette présentation, mais pour cela, je dois avancer un peu et commencer les analyses et vous présenter vraiment de quoi nous allons parler, parce que c'est lorsqu'on commence les analyses aussi qu'on est capable de définir et délimiter la seconde génération, ou les secondes générations. Donc, pour répondre à ma question de recherche, j'ai mis en place une analyse thématique à partir de laquelle les premières catégories ont émergé et que j'ai systématisées dans ce que j'ai appelé des espaces-temps d'appartenance. Disons des cadres d'expérience, c'est-à-dire l'association entre les différentes temporalités, spatialités et relations qui encadrent les expériences de vie des enfants d'immigrés et par conséquent leur sentiment d'appartenance au cours de la vie. C'est-à-dire quand on fait des entretiens, on se retrouve avec des heures et des heures d'enregistrement et il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et à travers les analyses, on arrive à établir des catégories et à mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'on pouvait organiser ces expériences à travers des différents cadres temporels qui mettent en lien les temporalités, les spatialités et aussi les relations. Donc, le premier cadre d'expérience est le chez-soi, dans lequel j'ai agrupé les éléments qui renvoient de manière privilégiée au pays d'origine, ou référent d'appartenance au pays d'origine. Le deuxième cadre d'expérience est constitué par l'école, les loisirs et le travail, où je développe les trajectoires d'incorporation au Luxembourg. Et le troisième, par les voyages, un espace-temps de démultiplication des référents d'appartenance. Et donc là, je vous propose qu'on
qu'on s'arrête ici juste un moment sur le chez-soi. Donc le chez-soi renvoie surtout, mais pas uniquement, à la famille, au noyau central, à la maison en tant qu'espace, au domicile familial, à l'enfance et à l'adolescence et à la scolarisation primaire. C'est l'espace-temps par excellence de construction et reconstruction, comme j'ai dit, du référent d'appartenance au pays d'origine. C'est-à-dire que les pratiques et les relations entretenues par les parents, qui varient en portée, intensité et fréquence au cours de la vie, ceci est très important, façonnent à leur tour les pratiques, les relations, les représentations, les styles de vie et identité de leurs enfants. Ils grandissent influencés par cette simultanéité des expériences. Donc, pendant l'enfance et l'adolescence, alors que l'enfant n'est pas encore indépendant économiquement et en termes de domicile, de chez soi, il partage avec ses parents cette simultanéité des expériences. Et là, à partir d'une approche diachronique, je montre que certains facteurs conditionnent de manière particulière les expériences de vie des enfants d'immigrés. Notamment, et ça c'est une des conclusions, c'est un des points les plus importants selon moi, dont les facteurs qui influencent la vie des enfants d'immigrés au cours dans le contexte du chez-soi sont le parcours migratoire des parents, qui influence directement les langues parlées et les médias consommés à domicile. Tout d'abord, le parcours migratoire des parents, c'est-à-dire l'âge auquel les parents ont immigré, l'année d'arrivée, les pays là où ils sont passés avant, leur trajectoire, mais aussi, bien sûr, le milieu social, les conditions socio-économiques de base, la profession des parents, leur scolarité. Puis le deuxième point est la place occupée au sein de la fratrie et des cousins et cousines. Donc la place occupée au sein de la fratrie, par exemple, les aînés ont tendance à faire face à plus de difficultés dans l'apprentissage des langues, car ils parlent avec leurs parents qui, eux, ont tendance à parler portugais, alors que les enfants qui suivent auront l'occasion de parler luxembourgeois avec le frère ou la sœur aînée qui, entre-temps, a commencé l'école. Troisièmement, encore dans ce point-là, il y a le système de garde adopté. Il est différent d'être gardé par les parents par une nounou portugaise, une nounou luxembourgeoise, ou être placé en crèche, par exemple. Dans un contexte où souvent les parents ne parlent pas les langues du pays, j'ai observé le rôle décisif de ce que j'ai appelé les tierces personnes significatives. Ça peut être un voisin, une voisine, un professeur, un ami d'un parent qui va intercéder auprès de l'école à des moments cruciaux de leur parcours. Et là, je parle d'exemples, notamment lorsqu'ils sont orientés à l'époque vers le modulaire ou le technique, indépendamment de leurs envies, connaissances et compétences. Un autre exemple très spécifique de tierces personnes était, surtout dans les années 70, les patronnes des mères, parce que les mères de ces enfants qui allaient faire du nettoyage n'avaient pas où laisser les enfants, et donc les amenaient avec, et les enfants se retrouvaient à grandir avec les enfants des patrones, des patronnes, et parlaient luxembourgeois et allemand dans ce contexte. Donc ce sont des personnes qui ont joué des rôles très très importants. Puis finalement, les contextes socio-historiques luxembourgeois-portugais et surtout le lieu de résidence et le contexte technologique. Ces deux facteurs infléchissent à tel point le parcours de ces générations que l'on peut parler d'une donne technologique et d'une donne résidentielle. Nous pouvons, à partir des conséquences de ces donnes et des expériences partagées, définir et délimiter les secondes générations. Voilà, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à analyser, à établir ces différents, à mettre de l'ordre dans tout ça et à définir ces cadres d'expérience, je suis arrivée à ces facteurs qui ont joué un rôle. Et c'est à partir de ces facteurs qu'on découvre qu'on a plusieurs secondes générations dans une seconde génération et qu'il ne s'agit surtout pas d'un groupe homogène. Il y a une multiplicité de parcours étonnante ou pas, c'est comme ça. Et donc, ces facteurs dont je vous ai donné certains exemples varient, sont articulés entre eux, interdépendants, et c'est en fonction de leurs relations que ces personnes vont avoir des parcours très différents. Donc, je vais vous présenter les différentes cohortes. Je vais peut-être me répéter un peu. Donc, voilà, une population très hétérogène, mais en même temps, on rencontre des similitudes, ce qui nous permet d'agrouper les participants en 4 cohortes distinctes. La première est composée d'enfants d'immigrés ayant grandi dans les années 60-70.
Contrairement aux autres, cette cohorte est marquée par une intégration qui allait de soi. Par exemple, pour eux, le lieu de résidence au Luxembourg n'avait pas d'influence. Ils étaient plongés, et j'emploie leurs mots, dans un univers luxembourgeois, aussi bien au sud qu'au nord du pays. Cela s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, il n'existait pas encore de communauté portugaise importante numériquement. D'autre part, les médias et produits culturels disponibles et consommés à domicile étaient majoritairement germanophones. Programmes à la radio, chaînes télévisées, musique, etc. La langue luxembourgeoise était prédominante dans leur pratique et dans leur entourage. D'autre part, les liens avec le Portugal étaient exceptionnels. Progressivement, l'arrivée massive d'immigrés portugais concentrés dans certaines zones géographiques va modifier la donne. La deuxième cohorte est formée des enfants d'immigrés ayant grandi dans les années 70-80. Pour eux, le lieu de vie, ville, village, quartier, voisinage, rue, commence doucement mais sûrement à influer leur parcours de vie. Les langues parlées dans le voisinage à l'heure de jouer dehors, la composition des classes primaires sont autant d'éléments décisifs qui vont faire qu'ils seront ou non socialisés en luxembourgeois. Cette même cohorte est parallèlement fortement influencée par les médias et produits culturels francophones alors disponibles, alors que leurs camarades de classe sont abreuvés de produits germanophones. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle surtout des liens entre ces différents facteurs au Luxembourg, mais parallèlement, il est très intéressant de voir aussi quelles étaient les conditions, et important et fondamental de voir quelles étaient les conditions aussi au Portugal, au pays d'origine. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans cette deuxième cohorte, c'est que certains d'entre eux, la plupart, surtout les hommes, en fait, à cette époque-là, les parents, pour tenter d'échapper à un insuccès scolaire ici, au Luxembourg, ils avaient la possibilité d'envoyer leurs enfants, hommes, pour faire des études au Portugal dans le contexte des seminarios. Et là, je ne sais pas du tout traduire. Oui, donc des études dans un contexte religieux, mais ils envoyaient leurs enfants là-bas pour qu'ils puissent progresser, faire des études universitaires. Donc les seuls de cette cohorte qui ont des études universitaires ont été envoyés au Portugal, ont fait les études, et puis sont revenus à l'époque, là maintenant 2008, 2010, 2012, en raison de la crise. Donc c'est intéressant de voir toujours les deux côtés. La troisième cohorte comprend les personnes ayant grandi dans les années 80-90, pour qui les connexions au Portugal deviennent de plus en plus fréquentes et régulières, notamment grâce à la généralisation du téléphone et au retour annuel dans le pays d'origine pour les vacances d'été. Cette cohorte assiste également à la diffusion de la chaîne de rayonnement internationale portugaise, RTP International, au Luxembourg, qui devient la chaîne privilégiée des parents. La langue française est ainsi détrônée au profit de la langue portugaise. Enfin, la quatrième cohorte est composée des enfants ayant grandi dans les années 1980-2000, c'est jusqu'à là où j'ai eu des entretiens, pour qui le lieu de résidence continue à jouer un rôle déterminant, mais qui ont largement bénéficié d'une démocratisation des technologies d'information et de communication leur permettant de démultiplier leurs référents d'appartenance. Si l'on suit les quatre cohortes, on observe donc une évolution nette, alors que la première s'insère très vite au Luxembourg, mais perd le lien avec ses racines. La deuxième et la troisième parviennent à conserver les liens forts avec le Portugal au détriment de leur intégration, tandis que la quatrième jouit d'une plus grande flexibilité au gré des transformations techniques et sociales. En fonction, j'ai envie d'ajouter donc ce qui reste fondamental est le milieu social d'origine des parents, le milieu social d'origine, les conditions socio-économiques de base, et ce qui rend tout ça relatif. Et donc c'est le critère fondamental qui distingue les différentes expériences. Donc, le deuxième cadre d'expérience est constitué de l'école, des loisirs et le travail, ou trajectoire d'incorporation. Il renvoie surtout, mais pas uniquement, à d'autres relations que pas les familiales du noyau central, notamment aux professeurs, camarades de classe, collègues de travail. Il ne renvoie plus à la maison, mais à l'école, au lieu de travail, plutôt à l'adolescence et à la vie adulte, à la socialisation secondaire. Et donc cet espace-temps est celui où se construit et reconstruit le référent d'appartenance au pays de résidence, comme je préfère l'appeler, au lieu de pays d'accueil, parce que
si on parle d'une seconde génération née et grandie ici, c'est le pays de résidence, c'est le pays où ils envisagent une mobilité sociale ascendante et une carrière professionnelle. Et donc, c'est un espace-temps de construction de ce référent-là au pays de résidence. Dans ce cadre, je montre comment le background migratoire, l'arrière-plan migratoire, peut être source de tensions, notamment en lien avec la mobilité sociale, ascendante, descendante, désirée ou redoutée, et en lien avec les stéréotypes liés au portugais au Luxembourg en particulier, à partir d'éléments comme la maîtrise des langues, les accents et façons de parler, la nationalité et le nom, et l'apparence physique. Mais je reviendrai à cette partie-là. Je montre surtout comment les membres de ces secondes générations mobilisent et articulent ces différents éléments pour mettre en place des stratégies. Donc, il ne s'agit pas que de subir ces tensions identitaires, mais aussi de mobiliser ces éléments dont je vous parle, ces clés, la langue, les accents, les façons de parler, la nationalité, le nom, et l'apparence physique dans ce qu'elle peut être, les styles, dans ce qu'elle peut être modifiée ou pas. Donc de mobiliser pour mettre en place des stratégies d'appartenance. Et à chaque fois, vous avez un peu les titres et ce que je présente pour ce qui fait partie de chaque espace-temps. Et c'est très intéressant, mais c'est tellement, ça prendrait tellement de temps de tout expliquer, mais j'aborde l'école portugaise, comment ça va de l'obligation à la reconnaissance, les enjeux du jeu, dans le rôle des loisirs pour l'intégration aussi, ce qui est très très important. Et finalement, le troisième cadre d'expérience, donc les voyages. Et comme je disais, donc c'est un espace-temps qui permet de déconstruire, alors que le chez-soi, ce qu'ils ont pu élaborer à cette période et à cet espace-là, traversent toute leur vie. Les voyages, par contre, ont tendance à déconstruire ces référents de désappartenance et à les démultiplier. Donc, le plus on voyage, le plus on est en contact avec d'autres cultures, et donc cette possibilité d'aller puiser ailleurs et démultiplier ces référents d'appartenance. On pourrait aussi, à côté des voyages, parler d'Internet comme étant aussi un espace-temps qui favorise cette démultiplication. Et c'est surtout lors des vacances d'été au Portugal là pour parler spécifiquement d'une source de tension et qui vous permet aussi de voir ces notions qui me sont chères, je pense que vous l'avez déjà compris, d'espace et temps. Et donc, il y a une tension particulière lors des vacances d'été au Portugal qui est très intéressant à être observée. Donc, quand ils voyagent au Portugal pendant les vacances, c'est pas n'importe quand ni dans n'importe quel contexte, c'est dans le contexte de l'enfance et l'adolescence, dans ces voyages réguliers au pays, pendant le mois d'août. Et les enfants d'immigrés et adolescents se sentent particulièrement visés, puis même adultes, par une catégorie stéréotypée au Portugal qui est celle de « imigrante ». Et c'est intéressant de voir que cette tension qui fait surface ne le fait que lorsqu'ils sont au village et au mois d'été. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils peuvent rentrer au Portugal, visiter le pays, ils découvrent un pays et ils reconfigurent leur référent d'appartenance au pays d'origine de manière libérée de ce stéréotype. Donc hors de cette temporalité du mois d'août et en dehors du village. Et voilà, juste pour conclure cette première partie de la présentation, encore une fois, même pour cet aspect des voyages, il dépend surtout des conditions socio-économiques. Ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette possibilité, à travers les voyages, de démultiplier leurs référents. Donc encore une fois, le milieu social d'origine va être décisif. Là, je pense que je ne vais pas trop... ce sont des schémas que je vais vous présenter qui sont assez théoriques, mais qui nous localisent par rapport à d'autres discussions comme celle de l'identité, par exemple, qui est un peu plus large. Mais juste pour dire que voilà, on est sur des dynamiques. J'ai voulu un peu comprendre les dynamiques. Donc à l'intérieur du chez-soi, cette idée de rapprochement-éloignement, à
À travers l'école, les loisirs et le travail, on est plutôt dans une dynamique inclusion-exclusion, et les voyages, identification, différenciation. Disons que ce sont des dynamiques qui participent à la reconfiguration identitaire. Donc, comme je disais, on finit toujours et très souvent, et c'est bien, par parler d'identité. Et je dis toujours, parce que c'est mon avis, qu'identité, c'est mon avis, pas que mon avis, mais qu'identité au singulier ne veut rien dire, ou veut dire très peu, donc on devrait toujours parler d'identité au pluriel, et même ça, je ne trouve pas assez. Donc il faudrait parler à chaque fois et toujours de processus de reconfiguration identitaire, donc quelque chose toujours en marche, quelque chose qui n'est jamais abouti. Et j'ai voulu comprendre quel pouvait être le lien entre ce que j'appelais sentiment d'appartenance, entre appartenance et identité. Et donc, de tout ce qui s'affiche ici, parce que voilà, je vous ai parlé des cadres spatiaux et temporaux où les expériences des secondes générations pouvaient être contextualisées. Puis, il reste à dire que lorsque j'ai fait les entretiens, ce qui finalement ressortait le plus, c'était cette question, c'est ça qui manque dire en fait, c'était la question des sentiments d'appartenance, c'était ce qui revenait. Donc en parlant de pays d'origine, le pays d'origine faisait surface lorsqu'il bousculait les sentiments d'appartenance. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il a fallu me tourner non plus vers les pratiques transactionnelles et comprendre tout ça, mais d'essayer de conceptualiser comment pouvons-nous comprendre l'appartenance. Et à travers les entretiens, j'ai conceptualisé en fait en 3 niveaux. Disons que les appartenances ont lieu d'être sur 3 niveaux, les sensations, les sentiments et les stratégies. Disons. Et je ne vais pas du tout parler des sensations, je vais rester sur les sentiments. Et là, ce que je veux juste souligner, c'est, comme vous pouvez voir, par ici et par là, c'est la notion de bien-être et mal-être qui est fondamentale. Donc, quelque part, dans tout ça, les tensions engendrent un mal-être. La possibilité de trouver un équilibre, bien que provisoire, dans ces tensions engendre un bien-être. Donc, ce que certains auteurs appellent une fermeture de sens aussi, se donner du sens. Donc, les moments où ce processus de reconfiguration identitaire aboutit à une fermeture de sens. Donc voilà, on garde juste en tête cette notion de bien-être et mal-être dans tout ça qui est fondamental. Donc, comme je disais, je vais parler exclusivement je vais rester sur la partie sentiment et stratégie de désappartenance. Bien que le Portugal soit sans cesse mentionné pour son soleil, son ciel bleu, sa bonne nourriture, la mer, ses plages, ses paysages, le pays d'origine fait surtout surface dans le cadre de tensions identitaires omniprésentes au quotidien. Ces tensions se manifestent en lien avec les langues, accents et façons de parler, la nationalité, le nom et l'apparence physique. Elles surgissent lorsque ces secondes générations se sentent visées par des stéréotypes, aussi bien au Luxembourg qu'au Portugal, et lorsque gravir l'échelle sociale équivaut à s'éloigner du milieu d'origine des parents. Et là, je vais me concentrer sur cette deuxième source de tension. Les stéréotypes, on peut y revenir plus tard si vous le souhaitez. Mais donc, la mobilité sociale ascendante, et là on est en plein dans la scolarité, l'école, ce que l'école représente, cette trajectoire. Pour les secondes générations de Portugais au Luxembourg, la mobilité sociale ascendante est autant désirée que redoutée, car elle engendre des sentiments ambivalents. Elle dicte une distanciation, un éloignement d'un milieu social d'origine. Elle engendre un déchirement, pour employer les mots de mes participants, d'autant plus fort que les conditions socio-économiques de base sont fragiles. Monter dans l'échelle sociale est vécu comme une rupture entre 2 mondes, le monde des parents et celui qui est le leur maintenant. Souvent vécu comme une rupture avec les parents eux-mêmes, alimentant un sentiment de trahison et, pour employer les mots de Vincent de Goldjak, un conflit de loyauté. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, on pourra y revenir parce que c'est fondamental dans tout ça. Et comme je disais, donc les éléments, comme vous voyez, les 3 éléments, hein, les langues, nationalité, non, apparence physique.
Et finalement, pour conclure cette partie-ci, aussi de dire que j'ai pu observer qu'il y a 2 sentiments qui viennent s'ajouter à tout ça, qui est le sentiment de fierté et le sentiment de reconnaissance. Il est intéressant d'observer que, surtout pendant l'adolescence, et surtout en fonction de cette notion dont je vous parlais, qui sont les stéréotypes dont ils se sentent visés, il y a un sentiment de fierté qui se met en place et qui vient contrebalancer ces tensions. Et en contrepartie, il y a le sentiment de reconnaissance envers les parents, qui au début de la vie, c'est tout un processus également qui est en lien avec d'autres processus identitaires, mais en début de vie adulte, il y a le sentiment de reconnaissance qui se met en place pour contrebalancer ce sentiment de trahison envers une origine sociale dont ils se sentent s'éloigner. Donc ce sentiment de reconnaissance, c'est qui leur permet un certain équilibre, parce que tout ça se joue comme il y a une partie donc il y a toujours un équilibre provisoire et une quête perpétuelle. C'est un peu cette dynamique que j'ai pu voir apparaître. Et donc j'arrive à ma conclusion, mais je vais peut-être avant de conclure vous lire quelques citations de mes participants, ce qui est peut-être plus intéressant. Donc j'ai quand même voulu, dans cette histoire de faire des recherches et écrire une thèse, il faut toujours aboutir à une typologie, on ne peut pas trop y échapper. Et donc j'ai établi une typologie qui termine avec la dernière, c'est à la recherche de sa place. Donc pour toutes vous les dire, étranger ici, étranger là-bas, double des appartenances et appartenance, revendiquer une appartenance, appartenir ailleurs et à la recherche de ma place. Donc dans cette logique de vraiment... cette typologie ne correspond pas à des profils individuels. Une même personne peut traverser tous ces types de sentiments dans une même vie ou semaine. Donc voilà, je vais vous lire quelques citations. Le plus drôle, a dit, c'était que j'étais ici et je savais que j'étais une étrangère, parce qu'en parlant toutes ces langues, j'ai un accent. Je n'arrive pas à l'enlever, dans toutes les langues. Ici, je me sentais étrangère, mais quand j'allais au Portugal, je me sens pas portugaise là-bas non plus. Amalia, 45 ans. Je ne me sens pas luxembourgeoise, tout d'abord à cause du nom, à cause de ma famille, de ces choses-là, n'est-ce pas ? Mais quand j'arrive au Portugal, je ne suis pas portugaise parce que je ne suis pas immigrante. Et c'est ce qu'ils nous font ressentir aussi. Mais ici, j'aime bien et je me sens fière de dire que je suis portugaise. Karine a 22 ans. C'est un peu aussi pour montrer un peu le lien entre ce dont je parlais, donc la langue, mais les accents aussi, les façons de parler, quand il parle de la nationalité, du nom et de l'apparence physique. Comment ces éléments s'articulent ? C'est aussi pour donner des exemples. Donc je continue. C'est compliqué parce que la seconde génération est pratiquement luxembourgeoise. La même chose se passe avec moi. Je suis pratiquement plus luxembourgeois que portugais. Alors le Portugal, je le considère mon pays, entre guillemets, mon demi-pays, parce que maintenant je suis partagée. Mais une partie de moi veut y retourner. Rien que pour ne pas rester ici, par vengeance, rien que pour les maltraitances que j'ai subies ici. Je vais finir là-bas. José, 44 ans. Peu importe la langue que je parle, je ne parle aucune à 100%. Et ça, c'est dû au fait d'avoir des parents d'une autre culture et celle du pays où je suis née. Pour beaucoup d'enfants d'immigrés, c'est pareil. On ne maîtrise jamais une langue à 100%. C'est 90, et c'est déjà pas mal. Parfois, ce sont des sentiments compliqués, qui ne sont pas faciles à résoudre. Parce que pour les Portugais, je n'ai jamais été portugaise. Pour eux, les Portugais au Portugal, je ne suis pas portugaise. Ici, je n'étais pas luxembourgeoise. Le cul entre deux chaises, comme on dit en français. Fanny, 32 ans. Je ne me vois pas comme immigrée. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Nous travaillons ici. Nous parlons la langue. D'ailleurs, toutes les langues d'ici. Pour moi, nous sommes natifs de ce pays, bien que notre histoire familiale, en tant que telle, n'est pas luxembourgeoise. Voilà. Mais nous sommes la première génération ici.
Moi, je me sens bien dans ce pays. Moi, je me sens chez moi, ici. Ici, c'est chez moi. Tandis qu'au Portugal, j'ai une autre sensation. Au Portugal, c'est les vacances. Au Portugal, je ne me sens pas chez moi. Moi, je suis chez moi parce que tu peux le mettre clair et net. Je le ressens. Je me sens appartenir ici, c'est mon pays. Je travaille, je paye les impôts, mes enfants sont nés ici, j'ai connu mon mari ici, j'ai fait ma vie ici. Le Portugal, c'est les vacances. Gabriel, 41 ans. Moi, personnellement, je pense qu'on est plutôt européen. Je ne sais pas. Sincèrement, je me trouve entre les deux parce qu'au niveau... Ah oui, bon, ça continue. Mais il y a aussi cette idée d'appartenir ailleurs. Donc, pour les cohortes plus jeunes, la discussion se passe ailleurs. Donc, quand je vous ai montré la carte des appartenances, ou moi, en tant que chercheuse, j'ai posé la question de comment vous vous sentez par rapport à votre pays d'origine. En fait, les personnes avec qui j'ai parlé, ça n'avait pas de sens que moi, en tant que chercheuse, j'étais en train d'apposer, parce que pour les cohortes plus récentes, les réponses sont « je me sens européen, je me sens européenne, je me sens habitante de la Terre, je me sens habitante de la planète Terre ». Voilà, donc ça, c'est très intéressant à observer aussi. Comment les propres préjugés ou préconceptions, voilà. Je pense que j'ai toujours séparé un peu. Il y a deux EMA. Il y a l'EMA portugaise et l'EMA luxembourgeoise qui s'adaptent selon si je suis avec des amis portugaises ou avec mes parents. Mais ce n'est pas comme si j'étais déchirée. Je pense que c'est ça. Ce sont des différentes facettes. Mais pas comme si c'était un fardeau. Il y a d'autres enfants que je connais qui ressentent plus ça. Voilà, et je pense que c'est la dernière. C'est vraiment la dernière chose que cette interviewée me dit. Donc je lui dis, veux-tu rajouter quelque chose? Elle me dit, peut-être. Du point de vue personnel, il y a une chose que je n'ai pas encore dit, mais qui est importante. Bien que je dise que je suis luso-luxembourgeoise, je ne sais toujours pas où est-ce que j'appartiens. C'est plutôt le fait que j'ai toujours eu la sensation de ne pas appartenir au lieu où j'étais, soit un cercle d'amis, soit une formation, soit au Portugal. Maintenant, ça va un peu mieux. Quand j'y suis en vacances, je suis toujours immigrante. Au Luxembourg, je serai toujours portugaise. D'une certaine façon, comme immigrée, tu n'appartiens ni dans un lieu ni dans l'autre. Je suis toujours à la recherche de ma place. Donc voilà, je pourrais continuer des heures et des heures et des heures, mais je vais juste conclure. Donc là, je vous ai parlé de ces 25 entretiens, mais j'en ai fait des centaines. Pas que avec, comme je disais au tout début, là je donne l'exemple du cas portugais, mais j'ai fait des entretiens avec des personnes d'origine du Cap-Vert, de l'ex-Yougoslavie et d'autres. Et les idées sur lesquelles je voudrais terminer sont celles-là. Donc, une approche à la question de l'école, de la scolarité des enfants d'immigrés ne peut être faite sans observer le milieu d'origine des parents. Celui-ci est le véritable facteur d'exclusion. Des études existantes en France et un peu partout montrent que la cause principale de l'échec scolaire des enfants d'immigrés est leur origine sociale et non pas leur pays d'origine. Et encore moins la capacité de l'enfant d'apprendre des langues. Mais oui, les propriétés sociales des parents. Voilà. Donc, deuxièmement, la donne résidentielle. Donc, je pense qu'il est fondamental de cartographier l'intégration, comme j'ai décidé de l'appeler aujourd'hui. L'école n'est pas plantée dans un nuage, dans l'air, ni la famille, ni le foyer familial. Il y a tout le contexte résidentiel. Et donc voilà, il y a d'autres choses que je saute. Et finalement, le bien-être et l'estime de soi doit être une priorité. Donc cette idée aussi de créer des espaces de transition, parce qu'on parle des classes d'accueil et de toute aide nécessaire et fondamentale pour les enfants d'immigrés. Mais aussi, je pense à cette idée d'espace de transition, c'est-à-dire aussi des espaces pour apprendre comment, je ne sais pas, mais apprendre aux enfants qu'ils peuvent se permettre d'apprendre, ils peuvent se permettre de s'ancrer, d'acquérir de nouvelles langues, sans qu'ils se sentent trahir leur origine, leurs parents. Le décrochage scolaire est souvent lié à ce genre de sentiment d'abandon et d'une estime de soi fragilisée. Donc finalement,
Oui, donc voilà, c'était cette idée-là. Finalement, il est crucial qu'on observe les études qualitatives qui nous permettent de comprendre en profondeur comment les différents éléments sont entreliés entre eux. Oui. Et pour revenir finalement au titre, c'est à ça que tient le double effort et la double peine dont me parlait une interviewée. Donc, c'est exactement à ça. Donc, cette double peine, non seulement pratique d'apprendre des langues, mais aussi tout ce que l'enfant doit vivre par rapport à ce que je vous ai présenté. Et finalement, les attentes, donc les siennes, celles des parents, du système scolaire, du pays dans lequel ils veulent construire leur vie, mais surtout aussi des attentes des enseignants, et très souvent des faibles attentes inconscientes parfois, aussi souvent. Et là, je rejoins les résultats que j'ai entendus mille fois, que mes interviewés me racontaient, mais je rejoins les résultats d'une étude réalisée par l'Université du Luxembourg en 2016, de Kate Hinek, Sabine Krolak et Sabine Glock, qui montre que lors de l'orientation des élèves vers la voie classique ou technique de l'enseignement secondaire, les professeurs ont tendance à envoyer les enfants d'origine portugaise vers la voie technique plutôt que la voie classique. Et donc cette étude démontre, en 2016 qu'elle a effectuée, cette étude démontre l'influence des préjugés dans l'évaluation des capacités et compétences des élèves et des professeurs. Et il ne s'agit pas ici de pointer qui que ce soit, ou le système même, mais juste de pointer du besoin, de la nécessité de développer des outils aussi de déconstruction de ces préjugés conscients et inconscients. Merci pour votre attention.